J'allais demander aux élèves de me rejoindre, ils m'ont suivi, c'est très bien. Les élèves du lycée Masséna, du collège de Saint-André, les enfants de Saint-Julien qui vont prendre la parole tout à l'heure. Merci. Mesdames, Messieurs, avant tout propos, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette édition de commémoration de l'histoire tragique qui s'est déroulée ici, à Saint-Julien-du-Verdon, il y a 82 ans maintenant, malgré vos agendas certainement chargés. Les années ont passé et les souvenirs restent. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions qui se sont produites le 11 juin 1944 ici, à Saint-Julien-du-Verdon, dans ce champ. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trou de mémoire. C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de la paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. À peine sortie de la crise économique des années 30, la France est de nouveau en guerre. Après seulement quelques semaines de conflit, l'Allemagne prend le dessus et un armistice est signé le 22 juin 1940. Dès lors, le pays se partage entre une zone libre et une zone occupée. La France va vivre 3 longues années d'occupation entre collaboration et résistance, la présence des Allemands affectant tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels. 1943, la succession des victoires alliées et le débarquement de juin 1944 annoncent enfin la libération. Le 11 juin de cette même année, un événement soudain vient entacher la tranquillité du village de Saint-Julien-du-Verdon, mettant à l'épreuve ses habitants, un événement tragique qui marquera son histoire. Ici, chaque année, depuis 1945, cette commémoration a lieu. C'est bien pour ne pas oublier et rendre un hommage à ses habitants, aux 11 jeunes fusillés et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent au maintien de cette flamme. Vous-même, mesdames et messieurs, que je saluais tout à l'heure, vous qui êtes nos invités, vous qui représentez la population de ce village, qui représentez les victimes, vous avez noté scrupuleusement cet événement pour l'inscrire dans la mémoire future, bien au-delà de vous, bien au-delà de nous. Vous marquez une confiance dans l'avenir qui porte la preuve que l'espoir finit toujours par vaincre. Juin 1944. Dans le cadre d'un débarquement à venir, la résistance reçoit comme consigne d'intensifier les actions de guérilla et de formation du maquis, aussi bien dans le nord et le sud de la France. Le lieu précis du débarquement n'est pas encore connu. Le 3 juin 1944, un détachement de maquisards, francs-tireurs et partisans occupe le village de Saint-Pierre. 2 miliciens sont arrêtés, jugés, condamnés à mort. Les maquisards quittent le village à bord de 2 bus réquisitionnés. La Gestapo de Nice va effectuer un déplacement par la route en direction de Digne. L'ordre est donné d'attaquer les véhicules. Une embuscade est organisée au col de Toutezor, qui relie les vallées du Var et du Verdon, entre Vergons et Adon. L'attaque a lieu le 6 juin 1944 à 8h45. 2 voitures sont interceptées par les maquisards. La première voiture passe, puis est immobilisée après le col. La seconde voiture est interceptée au niveau du col. Les chauffeurs sont tués. Dans la seconde voiture, 3 officiers allemands sont tués. De la première voiture s'enfuient sous les tirs des maquisards 3 hommes, 2 officiers et un civil. Le commandant Wolfram de la sûreté allemande de Digne, le capitaine von Podorski et le lieutenant Heitmann. Wolfram est grièvement blessé. Il décède quelques jours après à l'hôpital de Digne. Les maquisards FTP partent ensuite à Vergons, où les villageois leur apprennent le débarquement en Normandie. Ils se rendent ensuite à Saint-Julien-du-Verdon, où ils arrivent vers midi. Des habitants les aident à dresser un barrage de madriers et de matériaux divers pour contrôler la circulation au carrefour de 3 routes venant de Nice, Castellane et Digne. Rapidement, une voiture de police française arrive de Castellane. Elle est suivie d'un camion rempli d'Allemands. Les maquisards mitraillent le convoi au carrefour. Un convoi de camions chargés d'Allemands surgit alors depuis Saint-André-les-Alpes. Les maquisards décrochent vers la montagne. Dans la panique, les convois allemands se tirent dessus et s'infligent ainsi des pertes. Au total, 7 Allemands sont tués. Un détachement allemand arrive à Vergons l'après-midi. Paul Simon, le frère du maire, de l'ancien maire, s'enfuit. Il est abattu. Les Allemands pouillent le village de Saint-Julien-du-Verdon et arrêtent le maire Jean Martel, qui est déporté. Pour venger les morts allemands et mater l'insurrection dans le secteur, la Gestapo de Digne
décide de mener des représailles en exécutant 11 résistants à Saint-Julien-du-Verdon sur les lieux de l'embuscade du 6 juin 1944. Cependant, l'insécurité qui règne sur le réseau entre Castellane et Digne l'empêche de mener à bien. Elle mène cette opération de répression. Elle demande donc à la Gestapo de Nice d'organiser des représailles. Le 10 juin 1944, 13 résistants sont extraits du quartier allemand de la prison de Nice. Ils sont poussés dans un fourgon cellulaire qui prend la route des Alpes. Parmi les 13 résistants se trouvent notamment 4 élèves du lycée Garçon de Nice, élèves de Charles Hermann, professeur d'histoire-géographie, Gilbert Campan, Césaire Aubé, Francis Gallo et Roger de Monceau, ainsi qu'un ancien élève, Jacques Adam. Ces 4 lycéens ont rejoint le maquis du Férillon le 6 juin 1944. Ce maquis, formé début juin 1944 sur les hauteurs de Bain d'Augin, attend un parachutage d'armes. Les lycéens partent de Nice le 6 juin. Ils se sont donné rendez-vous sous l'Olivier de la Paix, devant le lycée Masséna. Joseph Arnaldi, fondateur du groupe de résistants, lycéen Jojo, est présent pour leur dire au revoir. L'agent de liaison, Bernard Audibert, les conduit à Bain d'Augin. Ils arrivent au maquis du Férillon. Cependant, la milice et les Allemands ont repéré les mouvements des groupes de résistance. Dans le même temps, ces derniers se rendent compte que le parachutage n'aura certainement pas lieu. Le 9 juin, l'évacuation du maquis commence. Les lycéens quittent à leur tour le maquis, accompagnés par Jacques Adam, pour rejoindre la maison de campagne de M. Gallo, à l'aire Saint-Michel. Ils sont cependant arrêtés en route par la milice qui les livre à des gendarmes allemands qui les conduisent à la prison de Nice. 3 des 11 fusillés de Saint-Julien-du-Verdon sont des résistants originaires de Puget-Théniers, membres du groupe François, monté sur Puget-Théniers par Gabriel Mazier. Ces 3 résistants sont Nonce Casimiri, arrêté le 29 avril 1944, ainsi que les frères Aimé et Roger Magnan. Le fourgon qui emmène les résistants, encadré par des soldats allemands, s'arrête une première fois sur la commune de Bar-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, vers 19h, au carrefour du Pré du Lac. Pierre Apollin et Joseph Graffineau, 2 FTP Antibois, sont extraits du fourgon et exécutés. Le convoi poursuit sa route dans le fourgon. Les résistants qui ont vécu l'exécution de leurs 2 camarades ne se font probablement plus d'illusions sur le sort qui les attend eux aussi. Les heures passent. Vers 5 h du matin, le 11 juin 1944, le convoi arrive à l'entrée de Saint-Julien-du-Verdon. Le fourgon s'arrête, les soldats ouvrent les portes, soldats allemands ouvrent les portes, ils disent aux prisonniers « Vous êtes libres !» Ils descendent et là, ils sont exécutés par rafale de mitraillettes. 9 prisonniers, au milieu du terrain, reçoivent le coup de grâce. 2 autres, Aimé Magnan et Jacques Adam, qui se trouvent un peu plus éloignés, au pied du taillis, en bordure, font le mort. Ils ne reçoivent pas le coup de grâce. Ils sont cependant grièvement blessés. La Gestapo quitte les lieux et laisse les corps sur place. Plusieurs camions de soldats allemands ont été aperçus dans la commune ce matin-là, du 11 juin 1944. Vers 10 h, l'abbé Alphonse Isnard, curé catholique de la paroisse, croise des soldats allemands qui le mettent en joue, tandis qu'il sera en bicyclette à Castillon pour y célébrer la messe. Monsieur Rebaud découvre les corps des résistants dans ce champ, derrière moi. Les habitants sont prévenus ainsi que l'abbé Isnard. Ils vont observer la scène, mais la présence allemande dans la vallée les empêche d'approcher les corps. Dans la nuit du 11 et 12 juin, l'abbé et quelques habitants réussissent à les approcher. Ils constatent que certains ont été torturés. C'est en s'approchant de 2 autres corps en bordure du champ qu'ils réalisent qu'ils sont encore vivants. Épuisé, Jacques Adam dit brièvement « Nous venons de Nice, nous avons été trahis. On nous a dit que nous étions libres. J'ai fait le mort. » Aimé Magnan est agonisant. Une chaîne de solidarité se met en place malgré le danger. Des femmes, des hommes âgés prennent le char-à-banc de M. Laugier. Ensemble, ils le poussent et le tirent jusqu'à l'église paroissiale située hors du village où nous étions tout à l'heure. Là, les 2 blessés sont cachés dans la chapelle latérale droite et déposés sur 2 matelas. À leur chevet se trouve Madame Maria Boeuf, dont 2 fils mourront à Buchenwald, Madame Jeanne Collomb, résistante, passeuse d'armes et de messages, femme de Jeanne Collomb, résistant, ayant pris le maquis en début de conflit, et Madame Odette Michel. Pendant ce temps, et malgré le danger, l'abbé Isnard se rend à bicyclette à Castellane pour chercher un médecin.
Malheureusement, celui-ci est absent. Il se rend donc à Saint-André-les-Alpes, auprès du docteur Dozou. Ce dernier se rend immédiatement auprès des blessés. Il les examine et déclare qu'il ne peut plus rien faire pour eux. Leurs blessures sont trop graves et nécessitent des soins qu'on ne peut leur prodiguer dans cette situation dramatique. L'abbé Isnard assiste les deux hommes dans leur dernier instant. Aimé Magnan décède en fin de journée, le 12. Jacques Adam est décédé le 13 juin, très tôt le matin. La gendarmerie de Castellane se rend sur les lieux du massacre dès le 12 juin et commence son enquête. Les corps des fusillés sont regroupés au cimetière de Saint-Julien-du-Verdon, adossés le long du mur et pris en photographie afin de pouvoir les identifier. On cherche à reconnaître les corps souillés de terre et de sang. D'elle-même, Jeanne Collomb, Félicie Fourment, Odette Michel effectuent une toilette mortuaire, sommaire des corps, coupent une mèche de cheveux, prennent des pièces, des vêtements pour les remettre aux familles. L'abbé Isnard, les hommes, les jeunes gens, les réfractaires au STO, venus de la montagne, creusent 11 tombes. De son côté, le menuisier local réalise les cercueils, aidé par son collègue de Saint-André-les-Alpes. Les trois résistants originaires de Puget-Théniers, Nonce Casimiri, Aimé et Roger Magnan, membres du groupe François, sont rapidement identifiés. L'abbé Isnard improvise leur transport. 3 tombes restent donc vides, ce dont s'aperçoivent les Allemands à leur retour au village. Furieux, les habitants, suspectés d'aider la résistance, sont molestés. L'abbé Isnard est menacé à 2 reprises d'être exécuté. Les photos de corps sont adressées à la gendarmerie de Nice. Césaire Robet est immédiatement reconnu par son père, un gendarme. D'autres victimes sont également identifiées. Les gendarmes parviennent finalement à identifier 10 des 11 résistants. Jacques Adam, Césaire Robet, Georges Baldo, Gilbert Campan, Nonce Casimiri, Roger Demonceau, Francis Gallo, Félix Jordan, Aimé Magnan et Roger Magnan. Un dernier fusillé demeure inconnu. Celui-ci sera formellement identifié en 1994 et déclaré mort pour la France en 1998. Il s'agit d'Albin Bandini. Profondément marqué par les événements, l'abbé Isnard écrit un poème en juillet 1944, Les fusillés de Saint-Julien-du-Verdon. Une plaque commémorative a été inaugurée en 1946 dans le préau du lycée Masséna à Nice pour les 4 lycéens et l'ancien lycéen fusillé à Saint-Julien-du-Verdon. La République française partage nos souvenirs. Par ma bouche, elle vous dit qu'elle est fière de l'exemple qu'ils ont donné. Il y a comme cela quelques moments dans la vie, ils ne sont pas si nombreux, où l'on sent par la présence des lieux, par l'intensité des souvenirs, par la force d'une rencontre, comme une solidarité profonde entre tous et plus forte que les divisions de la vie quotidienne. Plus que jamais, il est de notre responsabilité de faire vivre la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été des victimes. Cette responsabilité a été intégrée dans notre histoire, celle de la France, celle de la République française, celle de Saint-Julien-du-Verdon. Cette mémoire doit être constamment réactivée car les esprits du mal apparaissent aujourd'hui sous de nouvelles formes. Les mots ne sont pas les mêmes, les auteurs non plus, mais c'est le même mal. La lutte contre l'antisémitisme demeure un combat contemporain, un combat quotidien, fait de paroles et d'actes, de mémoire et de démonstration, afin de donner à chacun sa chance d'être reconnu comme tel. Le massacre de Saint-Julien-du-Verdon est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 82 ans après, ne soit pas un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de mémoire, un serment de vérité. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles à leurs valeurs, à leur combat et à leur vision d'un monde plus juste. La France ne se résignera jamais à revivre la barbarie qu'elle a connue. Cette commémoration donne à chacun d'entre nous l'opportunité de méditer les leçons qui se dégagent de ce drame historique pour que de tels faits ne se reproduisent pas, pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Puissions-nous aujourd'hui, tous ensemble, regarder l'histoire en face, s'en rappeler, pour que la France n'oublie pas, pour qu'elle n'oublie jamais. N'arrêtons jamais de nous réunir chaque 11 juin, n'arrêtons jamais de nous souvenir, n'arrêtons jamais de nous rendre hommage, n'arrêtons jamais de transmettre.
Léo va nous lire le poème écrit par l'abbé Isnard. Ensuite, Anna lira une lettre écrite par Roger de Monceau à ses parents, puis je donnerai la parole aux élèves du professeur Paschetti, professeur de niçois au lycée Masséna, ainsi qu'aux élèves du collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes. Léo. Juin 1944. Ils étaient 11. Judas avait trahi. 11 garçons couchés la face contre terre, comme des taches claires dans le verre du grand pré. 11 garçons fauchés par la haine infernale, par la fureur bestiale en ce matin d'été. 11 garçons vidés de leur ardente vie, cette vie qui sourit dans les jeunes années. 11 corps torturés, bras en croix sur la terre, 11 vies décimées, on se tait, c'est la guerre. Ils étaient 11, et l'homme avait trahi. Chers parents, devant les intrigues de la milice, de la Gestapo et des troupes allemandes, je me suis vu contraint de rejoindre mes camarades du maquis. Je regrette de vous avoir désobéi et de vous faire de la peine, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui l'heure a sonné de tous se serrer pour libérer notre pays. Ne vous inquiétez pas pour moi, je serai prudent. Prenez des précautions également car l'heure est grave, avec l'espoir de vous revoir sous peu. Je vous embrasse tous bien fort, Roger de Monceau. Charles Herman, professeur d'histoire au lycée Masséna. Je me souviens de ce matin historique du 6 juin 1944. J'apprenais à ma classe le débarquement de Normandie avec l'espoir grandissant que tout serait enfin fini. Pourtant, malgré l'enthousiasme général, je remarquais ce groupe d'élèves que j'avais vu grandir. Gilbert, Césaire, Francis et Roger, qui, contrairement à l'humeur festive des autres élèves, semblaient vouloir aller plus loin. Parfois, j'y pense encore, et je regrette de ne pas les avoir arrêtés. Le soir même, j'étais resté plus tardivement au lycée afin de préparer les cours du lendemain. Quand je sortis, je les vis sous l'illustre olivier du lycée Masséna, symbole de paix. Je remarquais mes élèves, sans plus d'attention, excepté un hochement de tête insouciant. Si j'avais su. Je me souviens de ce lendemain routinier. J'assurais mon cours sans plus me soucier de leur absence, tandis qu'une atmosphère pesante était perceptible. Mes homologues étaient distants, et même le proviseur, habituellement imperturbable, ne parvenait pas à dissimuler ses émotions. Cet inoubliable jour, j'aurais voulu l'oublier. Soudain, l'impensable, l'indicible, l'effroi. Autour de moi, des visages familiers que je ne reconnaissais plus, des questions sans réponse, des regards figés, puis l'annonce du drame. Que s'est-il passé ? Qu'ont-ils fait ? Une seule certitude, la mort face à laquelle personne ne peut échapper. À quoi pensaient-ils dans ce fourgon ? Étaient-ils conscients de leur dramatique destin à cet instant ? Comment peut-on succomber si jeune ? Que pourrais-je apprendre à mes élèves à présent ? L'histoire est belle, souvent, dangereuse, parfois. Aujourd'hui, je m'en souviens. Le 30 août 1944, les soldats arrivent à Nice. La foule est en liesse. J'entends des gens rire, je vois des gens danser, et moi, devant ce même lycée, à côté de ce même olivier. Merci. Mes compagnons et moi
fûmes arrêtés par des Boches aux alentours d'Aspremont, tandis que nous redescendions du maquis. Nous avons été conduits à la villa Trianon. J'y ai été interrogé et torturé par des Allemands sans cœur ni âme. Nous sommes restés dans cet endroit jusqu'à ce que ces mêmes Allemands décident de nous transférer aux nouvelles prisons de Nice. Mon inquiétude grandissait de jour en jour. D'une part, de l'absence de nouvelles de mes proches, qui ne savaient aucunement ce qu'il était advenu de moi, et d'autre part, par le sort que l'on me réservait. Je ne pouvais pas faire abstraction de ce mauvais pressentiment qui résidait dans mon esprit. De ce fait, j'écrivis une lettre d'adieu à mes parents, dans laquelle j'inscrivis la phrase « Tu iensen per la resistanza, l'uomo eludevun prova ». Ce n'est que le soir du 10 juin 1944 que mes camarades et moi fûmes embarqués dans un camion pour une destination qui nous était encore inconnue. Plus le temps passait, plus ce même mauvais pressentiment se renforçait sans que je sache réellement pourquoi. Seule une question résidait dans mon esprit. Dun anan et la mia famiglia. La tornerai verenju? Merci. Hier, nous redescendions du maquis. Nous avons été trahis. On nous a sortis de la prison pour nous jeter dans un camion. Nous sommes 13. Ma famille me manque. Ils ne savent pas où je suis. D'où Nanin et la mio famille. La tournera Iverunju. Le camion suit un long parcours sinueux. Interminables virages qui se suivent dans les tumultes chaotiques de la route. Autrefois, nos regards étaient ceux de bêtes traquées. Désormais, serrés, la terreur nous accable. Pétrifiés par l'effroi, nos vies se sont croisées. Perdues, elles n'osent plus se regarder. Nos âmes se contemplent, sans ne jamais oser exprimer ce qu'elles craignent. Bar-sur-Loup. Le camion s'arrête, au bord d'un fossé. 2 camarades nous sont arrachés. Un cri déchirant. Une détonation. Un fracas glaçant. L'épouvante nous atterre. Lu nostre professu da Uliseum a Sena navia pura vertite. La vittoria finala era procha. Sirva un desemple da anima juvi atua. Le camion repart, poursuivant sa route vers les portes de la mort. Un village se dessine. Saint-Julien-du-Verdon. Le camion ralentit, puis s'arrête. La lumière éblouissante. Mes paupières se ferment. Vous êtes libre, nous dit-on. Les rayons du soleil m'aveuglent. La chaleur intense m'assaille. Face à ce chant, la vie reprend possession de nos corps. Course effrénée. Intense seconde. Soudain, le tonnerre s'abat sur nos vies. Vie que nous n'avons pas encore appréciée. Vie dont nous n'avons pu profiter. Vie qui nous sont si cruellement arrachées. Dans mon dos, la mort a décidé d'arriver. Pantin des balles qui nous traversent, nos chairs déchirées. Enfermés dans le silence, la nature est spectatrice. Les corps désarticulés s'effondrent, gisantes. Jeunesse décimée. Mes paupières s'entr'ouvrent. Une ombre m'observe. La souffrance me torture. Le trépas m'appelle. Rassemblant mes dernières forces, je prononce mes derniers mots. Quelques paroles s'échappent. Une pensée pour la vie s'envole. Je balbutie.
venin denissa. Sien estate tradit. Lo alemán n'en ditch qu'à libre. Un l'esquina n'en tirate s'ouvrait. A effacebus d'estre morte. Au lendemain d'une France libérée, nos corps ne seront plus. Mais nous serons toujours. Nos voix ne mourront jamais. Demain, mes parents me trouveront inanimé. Dans un dernier souffle, la vie m'aura échappé. Ils sauront pourquoi la vie m'a été si lâchement arrachée. Ils sauront au nom de quoi je les ai quittés. Abattus par derrière, au petit matin. Vous êtes libres, leur avaient pourtant dit les soldats allemands quelques secondes plus tôt, alors qu'ils les faisaient sortir du fourgon qui avait roulé toute la nuit au départ de la prison de Nice. Ils n'étaient plus que 11, car 2 de leurs camarades avaient déjà été abattus en début de soirée. 13 jeunes résistants, et parmi eux, 5 anciens élèves de notre lycée. Césaire Aubé, Gilbert Campan, Francis Gallo, Roger de Monceau et Jacques Adam. Ils s'étaient donné rendez-vous le 6 juin 1944 au pied de l'olivier qui se trouve toujours aujourd'hui devant la porte de notre lycée. Au même moment, sur les plages de Normandie, les armées alliées débarquaient pour libérer l'Europe du joug nazi. La plus grande force mécanique de l'histoire allait rendre à notre pays sa liberté. Eux n'étaient que 5 simples lycéens. Comme tant de résistants dans le pays tout entier, ils voulaient apporter leur contribution à la libération. Ils avaient tenté de rejoindre un maquis à Bain-des-Jeans, dans la vallée du Paillon, mais le parachutage avait échoué et ils devaient se retrouver chez M. Gallo, à l'Aire Saint-Michel. Arrêtés en chemin par la milice, livrés à la Gestapo, internés à la prison de Nice, ils intégrèrent le contingent de résistants que la Gestapo de Digne réclama à celle de Nice, car elle cherchait à tuer, en représailles d'une attaque de la résistance locale. On les appelle désormais les fusillés de Saint-Julien-du-Verdon, et nous avons le devoir d'honorer leur mémoire. Comme nous, au pied de cet olivier, ils ont dû vivre des moments joyeux, nourrir comme nous des espoirs d'adolescents. Mais l'époque tragique leur avait arraché leur innocence, et la barbarie nazie suscitait en eux une aspiration farouche à la liberté et à la dignité. Bientôt, plus aucun témoin de cette époque ne sera vivant pour la raconter. Et c'est à nous qu'il appartient d'apprendre, pour transmettre et pour se recueillir. Aujourd'hui, sur les lieux de cet assassinat, comme à Nice, à chaque fois que nous passons devant cet olivier, inclinons-nous devant la mémoire de Gilbert, Césaire, Francis, Roger, Jacques et leurs camarades, et comme eux, sachons chérir et protéger la liberté. Nous, élèves du collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes, présents aujourd'hui, sommes particulièrement sensibles aux martyrs des 11 fusillés de Saint-Julien et souhaitons adresser un remerciement aux organisateurs de cet hommage en leur mémoire. Parmi vous, martyrs, 4 étaient lycéens à Nice: Gilbert Campan, Césaire Aubé, Francis Gallo, Roger de Monceau. Nous avons pratiquement le même âge que vous aviez quand vous avez donné votre vie pour la nôtre. Vous portiez en vous les mêmes espoirs que ceux que nous avons aujourd'hui. Vous avez choisi de défendre la patrie et les valeurs qui nous sont chères. 80 ans après, votre courage nous inspire et nous rappelle l'importance de rester debout pour ce qui est juste. Aujourd'hui, nous sommes libres grâce à vous. Nous ne pouvons pas vous rendre votre jeunesse, mais nous pouvons vous rendre hommage. Et nous trouvons que c'est la plus belle façon de vous dire merci.
conclure, merci à tous les élèves. Avant de conclure, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à tous ceux qui participent à ce que cette cérémonie ait chaque année la même résonance. Je m'adresserai plus particulièrement à tous nos jeunes écoliers, collégiens, lycéens présents ce matin, aux enfants de Saint-Julien, en leur disant qu'outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager les valeurs de la République. Merci à Philippe Tamizier, proviseur du lycée Masséna, avec qui nous partagions il y a 2 jours la cérémonie commémorative des anciens élèves du lycée Masséna, aux côtés de Max Huguet, président de l'association amicale des anciens élèves et bien d'autres. Merci à vous, Madame Camoin, principale des 3 collèges, pour la mobilisation des élèves du collège René Cassin. Merci au service de l'État, à la ville de Nice, bien entendu, pour son soutien et sa fidélité, les services du protocole ainsi que la musique des sapeurs-pompiers de la ville de Nice, menés de main de maître. Au 1er régiment de chasseurs d'Afrique de Canjuers, sous le commandement du DMD, le lieutenant-colonel Biazotto, aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, à la police municipale et au personnel communal, ainsi qu'à la direction des routes qui assure notre sécurité. Chers amis, en rendant hommage aux 11 fusillés, nous faisons bien plus que commémorer un passé. Nous réaffirmons notre engagement pour un avenir de paix, de justice et de fraternité. Vive la mémoire, vive la République et vive la France.